Bon, on est tous passés par là, j'imagine. Voir le compteur de clics qui s'affole, le budget pub qui fond comme neige au soleil. Ah oui. Et côté vente, c'est le calme plat. C'est frustrant, non? Tous ces fameux touristes, quoi, qui cliquent, qui regardent, mais qui achèteront jamais. Absolument. Et c'est pile le sujet qu'on va creuser aujourd'hui. Comment on peut transformer une simple pub en un vrai filtre intelligent? Un filtre. Oui, l'idée c'est vraiment ça. Utiliser le message et aussi le visuel pour attirer seulement les prospects sérieux. Tu sais, ceux qui ont une vraie intention d'achat. Et écarter poliment les autres, les curieux. Ok, donc la mission, si je résume, c'est faire en sorte que chaque euro qu'on met dans la pub nous rapproche d'un vrai client potentiel, et pas juste d'un clic de plus. Fini les touristes. C'est exactement ça. Alors, par où on commence pour arrêter d'attirer ces touristes? C'est quoi le nœud du problème? Bah souvent, le souci vient des messages publicitaires eux-mêmes. Ils sont trop larges, trop génériques. Trop vague. Voilà. Ils essayent de plaire à tout le monde et au final, ils interpellent personne vraiment en profondeur. Ça manque de spécificité et du coup, ça pique la curiosité, oui, mais ça qualifie pas du tout l'intérêt réel. Et j'imagine qu'il y a des chiffres qui peuvent nous tromper là-dedans. Genre un super taux de clic, un ROAS qui a l'air bon, surtout en retargeting, non? Ça peut cacher le fait qu'en vrai, on fait pas plus de ventes. Ah, mais c'est exactement le piège. Un ROAS élevé en retargeting, ça peut juste vouloir dire qu'on harcèle des gens qui auraient acheté de toute façon. Cibler très large, sans vraiment évaluer le niveau d'intention, c'est un peu comme jeter un énorme filet en espérant attraper que du poisson noble. Ouais, on peut pour tout le reste. Voilà, on paie pour des clics qui servent à rien. Cette illusion de performance, elle coûte cher au final. D'accord, d'accord. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, c'est quoi l'approche alternative? Comment on fait pour que la pub devienne ce fameux filtre? L'idée clé, c'est d'oser être beaucoup plus spécifique. Même si ça veut dire au début avoir moins de clics. C'est pas grave. Ah ouais, faut accepter ça. Faut accepter ça. La pub doit préqualifier. Et pour ça, le message, c'est crucial. Par exemple, utiliser un jargon technique. Si on vend, je sais pas, une formation médicale hyper pointue, Mhm. le langage employé va naturellement faire fuir ceux qui n'y connaissent rien. C'est C'est un filtre naturel. intéressant ça. Et on peut aussi être hyper direct sur les conditions, genre afficher la gamme de prix ou dire clairement «attention, c'est pas pour vous si...» Mais carrément, c'est une sorte de barrière à l'entrée qu'on met volontairement. Et puis, il faut adapter ce message selon où en est le prospect dans son parcours, tu vois. Ah oui, le fameux entonnoir de conversion. Tofu, mofu, bofu, c'est ça? Exactement. On parle pas pareil à quelqu'un qui découvre à peine son problème. Ça, c'est le top of funnel, le tofu. Là, on va plutôt raconter une histoire, parler du problème, mais sans pousser le produit direct. D'accord. Le mot fou, là, la personne compare les solutions. Donc, on met en avant les bénéfices, les preuves sociales, les comparatifs. Ok. Et le dernier étage? Et tout en là, le beau fou, bottom of funnel, là, la personne est prête à acheter. Donc, c'est le moment de l'offre, de l'urgence, de la réassurance finale, les avis clients, les garanties. Et la différence entre pub d'acquisition et pub de retargeting, elle est super importante là-dedans, j'imagine. Ah oui, fondamental. L'acquisition, c'est pour capter une première attention, mais une attention pertinente. Le retargeting, lui, il doit se concentrer sur ceux qui ont montré des signes forts d'intention. Un ajout au panier, plusieurs visites sur la page produit. Oui. Et là, le message, il doit lever les derniers freins, rassurer sur la livraison, montrer des témoignages précis sur ce produit, peut-être une petite offre limitée pour décider. C'est clair. Et au-delà du texte, du message, le visuel aussi peut filtrer, non? J'ai l'impression que parfois on sous-estime ça. Ah mais complètement. Le style graphique, l'esthétique, les couleurs, même les personnes qu'on montre dans la pub, tout ça, ça peut attirer une certaine démographie et en repousser une autre. C'est hyper puissant. Donc une pub qui peut paraître, je sais pas, moche ou basique pour certains, Ah, peut cartonner si elle parle parfaitement à la niche visée. parfois, une pub très léchée, très corporate, elle fait moins vendre qu'un témoignage vidéo un peu brut fait avec un smartphone, mais qui sonne vrai. Ah ouais, intéressant ça. Pense aussi à un visuel pour un logiciel B2B très technique. Si tu montres une capture d'écran de l'interface hyper complexe, Ça parle direct aux pros et ça élimine les curieux qui comprendraient rien. exactement, le filtre est immédiat. Ok. Donnons quelques exemples concrets pour illustrer tout ça. Mettons, pour générer des leads pour un service assez cher, à un coaching haut de gamme, par exemple. Alors là, au lieu d'un bouton vague «En savoir plus», la pub pourrait dire «Exclusivement pour les entrepreneurs qui visent les 7 chiffres de CA».
Carrément. Et hop, tu envoies vers un formulaire qui pose direct des questions sur le chiffre d'affaires actuel, les objectifs. Ça filtre drastiquement, mais les leads qui passent sont hyper qualifiés. C'est puissant. Et en e-commerce, pour des cosmétiques par exemple, un truc très spécifique. En acquisition, tu vas faire une pub qui parle d'un problème de peau très précis, genre l'hyperpigmentation post-inflammatoire sur peau métisse. Ça ne parlera qu'à celles qui sont concernées. Oui, c'est ciblé. Et en retargeting, si quelqu'un a ajouté le produit au panier mais n'a pas acheté, tu lui remontres le produit avec des avis clients qui disent « ça a marché pour moi » et tu rappelles que la livraison est offerte. C'est de la réassurance ciblée. Logique. Mais alors, comment on mesure si ce filtrage fonctionne vraiment? Si on a moins de clics, les métriques habituelles comme le coût par lead ou le taux de clic vont peut-être moins bien paraître. Oui, il faut regarder au-delà de ces métriques de surface. Le CPL ou le CTR, c'est une chose. La vraie question, c'est quelle est la qualité de ces leads ou de ces ventes? Donc on regarde quoi? Le taux de conversion après le clic. Précisément. Est-ce que les gens qui cliquent finissent par acheter? C'est ça l'indicateur clé. Un CPL plus élevé mais avec un taux de conversion final bien meilleur, c'est souvent beaucoup plus rentable. Et l'impact global sur le business. Bon, comment on s'assure que cette stratégie apporte vraiment de la croissance, qu'on jette pas l'argent par les fenêtres autrement? Là, il faut regarder des indicateurs plus larges. Le MER, par exemple, le Marketing Efficiency Ratio, qui mesure la rentabilité globale de toutes tes dépenses marketing par rapport au chiffre d'affaires total. D'accord. Ou alors, comparer le fameux coût d'acquisition client, le CAC, avec la valeur vie client, la LTV. Il faut être sûr qu'on dépense moins pour acquérir un client qui ne rapportera sur le long terme. C'est la base de la rentabilité. C'est super intéressant tout ça. Ça m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice peut-être. Et si finalement, la publicité la plus rentable, c'était celle qui déplaît activement la majorité des gens? Celle qui assume d'être tellement ciblée, tellement directe, qu'elle en devienne presque excluante pour tous les autres. C'est une excellente question et je pense que c'est une perspective essentielle à avoir. L'objectif, ce n'est peut-être pas de maximiser le nombre de clics ou d'interactions à tout prix, Mais plutôt, mais plutôt de maximiser la pertinence de chaque interaction. Est-ce qu'on est prêt finalement à concevoir des messages qui choisissent leurs clients presque autant que les clients nous choisissent? choisir ses clients via la pub. Oui, le véritable pouvoir, il réside peut-être là, dans ce filtrage assumé dès la toute première impression qu'on donne.